14 avril 2014, résidence d'écriture à Saorge, dans le parc du Mercantour, ou presque. Lecture éclair avec Dan Kuipers, Annick de Givry, Chantal Robillard, Barry Wallenstein. Dan Kuipers. On commence, pas mon... 14 avril 2014, résidence d'écriture à Saorge, aux portes du parc du Mercantour. Lecture éclair avec Dan Kuipers, Annick de Givry, Chantal Robillard, Barry Wallenstein. Dan Kuipers. Extrait d'une pièce de théâtre intitulée Un jour à Grazalema. La complainte. Il se souvient que sa mère accrochait le linge. Le vent chaud soufflait sur la terrasse. Ça sentait la lessive et le jasmin. Il était accroupi sous le robinet. Les gouttes qui s'égouttaient mollement lui mouillaient la tête. Ses cheveux étaient doux comme de la soie. C'est sa mère qui lui disait quand elle passait en le caressant. Aujourd'hui encore, elles lui disent qu'il a des cheveux si doux, comme de la soie. Elles le lui disent en touchant ses boucles chaudes et en y fourrant leur petit nez. Et elles reniflent un peu, car elles sont sentimentales. Lui, il aimerait les aimer, ces femmes, toutes ces femmes qui caressent ses boucles. Chaque fois que se lève le grand vent de l'amour, il y croit à nouveau. Le chant monte, la guitare s'affole, et il y croit. Il va l'aimer et ils vont se fondre. Il y aura des baisers salés de larmes et des rires de gorge. De l'autre côté des draps, dans l'ombre lumineuse de la nuit. Mais ce n'est pas possible, quelque chose l'en empêche. Il se lève et part. Il leur dit qu'il va fumer une cigarette, qu'il fait trop chaud, qu'il a besoin de sentir la fraîcheur du vent nocturne. Dehors, le lait de la lune coule sur lui. Et il l'oublie, elle ou une autre, elle qui le faisait trembler de jouissance, elle, son indécence, la vie fauve entre ses cuisses ouvertes. Il sort, il s'en va. Il se souvient quand sa mère accrochait le linge. Elle se baissait pour prendre une grosse pince en bois qu'elle mettait dans sa bouche entre ses dents blanches, et il voyait ses jambes brunes, nues, ses pieds nus, sur le carrelage rouge, et sa jupe qui volait au vent chaud qui soulevait sa jupe noire et son jupon blanc. Et elle se baissait à nouveau pour saisir le drap brillant qui battait dans le vent, se retournait soudain, vers lui, sa bouche ouverte sur ses dents blanches, riant, grondeuse, moqueuse, gourmande. « Veux-tu enlever ta tête du robinet, chenapan ?» Et chaque fois qu'elle, l'une d'elles, et chaque fois il croit que cette fois ce sera elle, et enfin ce sera la course mortelle. Chaque fois qu'elles montrent leurs dents blanches, sous leurs lèvres rouges, avec du rire dans leurs yeux plissés de rire, yeux qui cherchent le soleil, chaque fois il croit que tout va recommencer. Les aventures mystiques d'une toute petite fille. Son cœur se soulève de bonheur à l'idée que tout à l'heure elle marchera dans la grande rue avec les autres, sa panière autour du cou, débordante de pétales de rose, et son corsage neuf, celui qui a des manches bouffantes. Elles chanteront tout ensemble. Chez nous, soyez reines, compris à genoux, régnez-en souveraine, chez nous, chez nous. Et en plus, il fait beau, le ciel est bleu crème comme elle l'aime. En fait, les ciels, elle les aime tous. Les clairs, les sombres, les dorés, les rouges, les lisses, les pommelés. Les pommelés, c'est ceux avec des nuages ronds comme des pommes, sans doute. Élise ne sait pas très bien, c'est sa mamie qui dit « Ciel pommelé, femmes fardées sont de courte durée ». Pourquoi les femmes fardées sont de courte durée? Mystère et boule de gomme. Et c'est quoi une femme fardée? Sûrement une femme avec un sac à main en vernis noir, d'immenses talons, et une bouche tellement rouge qu'on dirait qu'elle saigne. Élise en a vu 2 l'autre jour, des femmes fardées, dans une rue, en revenant de Paris avec ses parents et son oncle Luc. Son oncle a rigolé, c'est la rue des putes, il a dit. Élise lui a demandé ce que c'était des putes et sa mère a vite changé de sujet en lui parlant de son anniversaire. De toute façon, elle voit à peu près ce que c'est des putes. À peu près, pas très bien, en fait. En tout cas, les femmes fardées sont le contraire de la Sainte Vierge, qui est si pâle, qui n'a jamais de sac à main et qui marche pieds nus. D'ailleurs, elle ne marche pas, elle est toujours debout avec Jésus dans ses bras. Élise n'a pas peur d'elle, du tout. Tout à l'heure, en plongeant ses doigts dans les pétales roses et blancs, elle se sentira très proche de Marie. Parfois, elle a envie de lui ressembler, d'être comme elle, calme, souriante et grave, une sainte. Annick de Givry. Les grandes routes, de la route de la soie à la route du thé.
Route de la soie, des terres arides, des grands espaces et des montagnes enneigées. Route des épices, ouvrant sur des mondes mystérieux. Caravane du sel affrontant l'immensité du désert. Route brutale de l'or. Route du thé, des grands navires cinglant vers les Indes. Chacune a sa tonalité, son humeur, son rythme. Il faut de bonnes raisons pour partir sur ces chemins inconnus, remplis de dangers, au rythme lent des bêtes de somme et de la marche, ou pour affronter les risques d'une longue traversée en mer. Pourquoi, pendant des siècles, des milliers d'aventuriers ont-ils emprunté pour 1 mois, pour 10 ans, ces itinéraires qui reliaient un continent à l'autre? Nomades, marchands, ambassadeurs, pèlerins, ils se croisent, font un bout de route ensemble, se séparent. À travers eux, non seulement les marchandises, mais les idées, les religions, les techniques se rencontrent et se transmettent. Conscients de vivre une expérience exceptionnelle, ils notent parfois, lors de la halte, leurs impressions, les rencontres ou les incidents survenus. D'autres, comme Marco Polo, attendent le retour pour raconter leurs aventures. Ces carnets de route sont une invitation à faire revivre les rêves de tous ces écrivains voyageurs et à les suivre dans leur soif de découverte et de rencontre. Les rêves de ceux qui partent. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre, jeune roi de Macédoine, prend la tête d'une armée et s'élance vers l'Asie. Il défie les puissants Perses, s'enfonce toujours plus loin vers l'Est, soumet les territoires de l'Asie centrale et arrive jusqu'en Inde. La grande aventure s'arrête là. Ses troupes épuisées refusent d'aller plus loin. Mais Alexandre n'est pas un simple guerrier. Il s'intéresse aux coutumes locales, favorise les mariages entre Grecs et Asiatiques. Grâce à lui, des cultures aussi différentes que celles de la Grèce et de l'Inde se rencontrent et créent un art original comme celui du Gandhara, où certaines statues de Bouddha ont les traits du dieu grec Apollon. De l'Europe à l'Asie, son immense empire couvre les pays traversés par la future route de la soie. Les grands aventuriers de la terre, de la mer et du ciel. Des immensités glacées de l'Antarctique, au sommet écrasant de l'Himalaya, des tempêtes imprévisibles de l'océan, au pic enneigé de la cordillère des Andes ou au sable brûlant de Libye, que cherchent ces aventuriers? 4 hommes, une femme. Chacun s'est lancé un défi. Shackleton rêve de traverser un continent inexploré. Et Alexandra Davinel s'est jurée d'être la première femme à pénétrer dans Lhasa, la ville interdite. Bombard, naufragé volontaire, lutte seul sur l'océan. Quant à Guillaumet et Saint-Exupéry, ils se lancent à la conquête d'une nouvelle route du ciel. Fascinés par le silence, la solitude, les paysages démesurés où l'homme se sent immergé dans un espace infini, ils risquent leur vie parce qu'ils n'ont pas de résister à l'appel de l'inconnu et au désir de se surpasser. Ces carnets d'aventure prennent leur source dans le récit que chacun d'eux, désireux de faire partager une expérience exceptionnelle, a écrit pendant son voyage ou à son retour. Au-delà de l'exploit, ces aventuriers de l'extrême nous montrent comment l'être humain peut repousser ses limites par la seule force de sa volonté. Printemps 1951, hôpital de Boulogne-sur-Mer, le téléphone sonne. Allô, lanterne de garde? Un chalutier vient de faire naufrage près de la digue Carnot. On a repêché les hommes, on les amène, préparez tout. Quelques minutes plus tard arrivent les corps de 43 hommes. Malgré leur ceinture de sauvetage, ils ont tous péri. Pour Alain Bombard, le jeune médecin de garde, c'est un choc. Il connaît bien les conditions de survie en mer et sait que la majorité des naufragés meurent non pas de faim et de soif, mais de peur et de désespoir. Il se souvient aussi de l'espoir de Shackleton. Si les hommes de son expédition sont restés en vie, c'est grâce à l'espoir qui les animait. Bombard croit qu'un naufragé peut survivre en mer assez longtemps pour être secouru, et il veut le montrer. Il prend alors une folle décision. Ce naufragé, ce sera lui. Il va traverser l'Atlantique en canot, sans eau ni nourriture.
Chantal Robillard. Extrait de Serpent d'enfant sur Le Petit Prince et la mort de Saint-Exupéry. Paradis perdu. Piquetis d'étoiles, ciel bleu nuit. Pivotant jour dans sable poudreux. Pique le serpent, profond venin. Perfore la peau du petit prince. Perdu dans le désert, ergue pierreux. Perforer mon moteur, réparer. Parti sans moi, pilote égaré. Pars-tu retrouver plante fleurie? Pars-tu vers ton paradis perdu? Pourquoi quitter l'humain qui t'aimait? Pourquoi ton renard apprivoisé? Pourquoi préférer planétoïde, petit, pour les couchers de soleil? Petit, rangeras-tu ta planète? Petit volcan, ramoneras-tu? Père d'épines, couperas-tu? Père Dieu, au vin, couvras-tu? Père pour toi serait devenu. Pilote dans l'aéropostale, pilote abattu en fin de guerre, pilote fauché en plein élan, près de Marseille et de mon château, près de ma mère et loin de ma femme, près du planier, plongé dans la mer. Pris par le feu, puis pris par les flots, pris de panique est mon assassin, pris de remords au su de mon nom. Peur qu'on le retrouve et reconnaisse, peur, des années se terrera loin, peur, pilote allemand se taira. Papa du petit prince abattu. Pas par là, près des Alpes, pas là, pas paniquer, pas pleurer, non, pas. Paradis perdu, Consuelo, paradis de mes jardins d'enfance, paradis d'un bel astéroïde. Perdre pied sans parachute ouvert, périr en mer, perdu pour patrie. Pétales, plumes en pleureront. Pour mon planéton en paradis, pour quelques pétales protégés, pour moi, l'auteur, Tonio, Saint-Exupéry, en mer gît, en vol périt. La rose, la gourmette et le jardin d'algues. Dort une gourmette au large de Riou. Vient un vieux pêcheur, trouve le bijou, le nettoie un peu. Dedans lit un nom, Saint-Exupéry. Avec son prénom, la date d'achat, écrit plus petit, de Consuelo, son épouse qui, capricieuse rose, elle qui toussait, consolait son prince. Celle aux 3 épines, ô B612, petit paradis. Tonio, tu voulais finir jardinier, rêver d'envoler. Tu gis là-dessous, jardine les algues, souris au mérou, ton Éden est là. Petit jardin de mer. Un prince, Fürst zu Bentheim, à bord d'un Messerschmitt pilotant son aéronef. Combat aérien. Ce stagiaire suit son instructeur vol. 30 avions prussiens au-dessus de Marseille vont. 2 décembre 1943, en contre-feu face aux Alliés. 110 bombardiers escortés de chasseurs, 50, dit-on, des P-38, les mêmes que celui d'Antoine Saint-Ex. Mais peut-être est-il parmi eux. Je ne crois pas. Il faisait des reconnaissances, notre bon Tonio, du haut de son P-38. Le mécanisme des munitions de l'instructeur s'est enrayé. Il dit à ses 3 stagiaires, donc, de tirer à sa place, quand il dégagera. Les Alliés contre-attaquent, bien entendu, ces tirs. L'avion d'Alexis, prince de Bentheim, est touché. Il disparaît au large de l'île de Riou. Un prince héréditaire mené à l'abattoir par un instructeur de Luftwaffe incompétent. Le haut commandement allemand étouffera l'affaire dans un rapport tronqué, édulcoré. Le fils cadet des Bentheim, ultime descendant, sera écarté des combats. Long serpent de tir est venu tuer un prince de 22 ans par la grande bleue engloutie, moissonnant étoile de mer. Vrai triangle des Bermudes, 7 mois plus tard, s'épile là
qu'un cobra allemand tuera, papa du petit prince, notre ami Antoine de Saint-Exupéry. Tombera tout droit sur le Fürst, ennemi, sur le prince, petit jardin de mer. Barry Wallenstein. I will read two poems written April 1914 at Sèvres. First is a performance poem called In These Times of Need. You need money, honey, to grow money on the fertile fields of plenty. Even on the fallow fields of want, some plots are richer than others. And the well-fed, tight-fisted, they taunt. Pity the crawling after radish, pity the gaunt. Many acres won't yield a thin dime's worth of wheat, a sprig, or anything. Pity the crawling, too, after dollars and their chances. The lives of these currencies are wild, speculation into the devil's dances. Pity the well, the season gone dry. Pity the well-digger, his rational sigh. You need money, honey, to grow money out of itself, interest-bearing, every minute increasing your pile, the store of cash, wealth's illusion fast imploding. Pity not the dog whipped by its master. Pity the master, his life a blur. A new cousin's come to town. Buy her a hat, a scarf, a toy to toy with. But without that money, you less than honey, take care. She may ascend the bus and leave your lap the weight of loss. Pity the proof, its shingles blown away. Pity the hallway when silence holds sway. C'était une lecture éclair du monastère de Saorge.